Lyon en janvier ressemble à un os blanchi, décharné, froid, indifférent à tout ce qui souffre à sa surface. Je me tiens devant la baie vitrée de notre appartement au dernier étage du quai Sarail et je regarde le Rhône couler avec cette tranquillité que seuls les fleuves savent avoir quand les humains se déchirent sur leurs rives. Derrière moi, Édouard marche en cercle sur le parquet de chêne cérusé. Ses pas résonnent comme des coups portés sur du marbre creux. Je m'appelle Séraphine Aubray, 41 ans, architecte associée dans un cabinet qui a remporté 3 prix internationaux depuis que j'y dirige le pôle création. Je tiens entre mes doigts les documents de divorce qu'Édouard a jetés sur la table basse, comme on jette une note de restaurant qu'on refuse de payer, avec ce mélange particulier de mépris et de certitude que l'autre ramassera. « Tu signes ce soir ou les avocats s'en occupent pendant 5 ans, dit-il. Sa voix a la texture du bois verni, lisse à l'œil, froide au toucher. À toi de voir, Séraphine, mais on sait tous les deux que tu n'as pas les reins pour un marathon judiciaire. Je le regarde. Je vois quelqu'un qui a mis 12 ans à se révéler et qui pense encore que le masque tient. La mâchoire anguleuse, les tempes légèrement grisonnantes qu'il entretient avec soin parce qu'elle lui donne ce que ses amis appellent de l'autorité, le costume bleu marine acheté à Florence lors de notre 5e anniversaire de mariage, payé avec ma carte professionnelle parce qu'il avait un souci de liquidité temporaire. La montre au poignet, cadeau que j'avais sélectionné, commandé et réglé moi-même pour ses 40 ans. « Tu as combien de temps ?» je demande, posément. Il fronce les sourcils. Il n'attendait pas une question. « Pardon ? Combien de temps avant ton dernier train ? Je veux savoir si tu es pressé. » Il rit. Ce rire, grave, légèrement théâtral, je l'ai entendu pour la première fois il y a 13 ans, lors d'un colloque à Bordeaux. 2 jeunes professionnels avec des carnets d'adresses plus lourds que leurs comptes. À l'époque, ce rire m'avait semblé être une promesse. Maintenant, il ressemble à une menace déguisée en désinvolture. « Tu as toujours été comme ça ?» Il attrape un verre de mon Armagnac, celui que je gardais depuis 8 ans pour une occasion précise. « Signe, Séraphine, tu ne veux vraiment pas savoir jusqu'où je peux compliquer une existence. » Je prends le stylo. Édouard se redresse imperceptiblement. Je vois dans ses yeux ce que je connais bien maintenant, l'éclair bref du triomphe. Le même que celui que j'avais perçu 2 ans plus tôt, quand il avait convaincu mes associés de lui confier la coordination d'un chantier périphérique, une mission pour laquelle je lui avais, en coulisses, construit tout le dossier de compétences. Je signe chaque page, régulièrement, lisiblement, sans tremblement dans le poignet. Je sens son regard sur moi, d'abord surpris, puis de plus en plus satisfait. Il avance dans l'obscurité en croyant voir des étoiles. Quand je pose le stylo, je vais jusqu'au meuble de l'entrée. J'ouvre le tiroir du bas. J'en sors une enveloppe Kraft que je pose sur le plateau en laiton à côté des clés. 2 jeux, appartement, cave, voiture de fonction, dont le crédit-bail est à mon nom. « C'est quoi ?» demande-t-il en désignant l'enveloppe. « Tu le sauras demain matin, » je dis, et je sors. Dans l'ascenseur, le miroir poli me renvoie une image que j'observe sans complaisance ni sévérité. Une femme aux cheveux coiffés comme pour une réunion de direction, les traits fermés non par la peur, mais par quelque chose d'autre, cette densité particulière qui vient quand on a enfin cessé de faire semblant de ne pas savoir. Dehors, Lyon sent le gel et la pierre humide. Je monte dans le taxi. Le chauffeur, un homme d'une 60aine d'années avec un visage de navigateur, ne dit rien. Je lui donne une adresse dans le 6e, rue Bossuet. Un appartement de 52 mètres carrés que j'ai acheté il y a 7 ans, en mon nom propre, avec le règlement d'honoraires d'un projet que j'avais mené seul pendant 18 mois, sans jamais en parler à la maison. Édouard ignorait son existence parce qu'il n'avait jamais posé de questions précises sur mes finances, seulement sur les résultats du compte commun depuis lequel il prélevait librement. L'appartement est froid. J'allume le chauffage, je m'assieds à même le parquet et j'appelle maître Ghislaine Tournemire, avocate que m'a recommandée ma mère lors d'un dîner anodin il y a 4 ans, une femme dont la spécialité est de lire ce que les autres signent sans lire. « Tournemire », elle répond dès la première sonnerie. « Il a signé », je dis. Silence.
puis quelque chose qui ressemble à un souffle retenu libéré lentement. Demain à 7h45. Tout est prêt de mon côté. Je m'allonge sur le canapé étroit sans même chercher de couverture. Le plafond est bas, la peinture ancienne. Je ne pleure pas. Les larmes sont venues pendant les 2 années précédentes, au fur et à mesure que se déployait devant moi la géographie exacte de ce que j'avais choisi de ne pas voir. Les retraits en liquide sur notre compte joint, les 2 cautions signées sous mon nom à l'insu de mes associés, la femme prénommée Ondine, à qui il avait sous-loué un studio dans le 3e, avec l'argent emprunté à ma sœur Morissette, sous prétexte d'un investissement professionnel dont la rentabilité était garantie à court terme. J'avais pleuré alors. Maintenant je suis sèche, comme un relevé de compte imprimé, et tout aussi précise. Le lendemain matin, Lyon se lève dans le brouillard. Le cabinet de maître Tournemire occupe le premier étage d'un immeuble haussmannien, rue Auguste-Comte, avec des boiseries sombres et des fenêtres qui donnent sur une cour intérieure où un figuier pousse sans demander l'autorisation à personne. Je m'assieds face à elle et je pose sur son bureau le classeur que j'ai constitué pendant 16 mois. Tournemire l'ouvre avec la précision d'une horlogère. « Ici, dit-elle après quelques minutes, tu as l'intégralité des crédits souscrits en ton nom seul. Ici, les relevés de virements vers des comptes non référencés dans votre patrimoine commun déclaré. Ici, les échanges de messages dans lesquels il reconnaît explicitement ne pas disposer de revenus propres stables depuis 31 mois. » Elle marque une pause. « Et ce paragraphe qu'il a signé hier soir ? » « Oui. » Il y confirme que l'ensemble des biens immobiliers enregistrés à ton nom exclusif sont extérieurs à la communauté. Il y valide également une formule de répartition proportionnelle aux apports financiers réels de chaque partie sur la durée du mariage. Je ne dis rien, j'attends. « Séraphine, dit Tournemire, et sa voix a cette qualité que j'admire chez elle, nette, directe, sans le vernis du réconfort inutile. Ton mari vient d'accepter juridiquement de te restituer la quasi-totalité de ce que tu as construit seul pendant 12 ans. Je quitte le cabinet à 9h20. À 10h-5, mon téléphone vibre avec une insistance presque comique. Numéro masqué. Je décroche. Madame Aubray ? La voix est tendue comme un câble avant rupture. Maître Félix Crombé, avocat d'Édouard Renaud, comme il se présente avec la précision névrotique de quelqu'un qui n'est plus très sûr de sa position. Il faut que nous parlions de toute urgence des documents d'hier soir. Je vous écoute, je dis, assise sur un banc dans le parc de la Tête d'Or. Votre mari ? Crombé s'interrompt. J'entends en fond la voix d'Édouard, aiguë, dépouillée de tout vernis, une voix que je n'ai entendue qu'1 ou 2 fois en 12 ans, quand il se croyait seul. Est-ce que vous mesurez les conséquences de… Je les mesure parfaitement, je réponds. Mon avocate me les a expliquées avec une clarté remarquable. Silence total. Puis un bruit sourd, poing sur table ou pied de chaise renversé, et la voix de Crombé à nouveau, étouffée, tournée vers quelqu'un d'autre. « Édouard, tu as la moindre idée de ce qu'elle vient de te faire ?» Je ferme les yeux. Un cygne glisse sur le lac devant moi avec une indifférence royale. Les enfants courent sur la pelouse avec l'énergie gratuite de ceux qui n'ont pas encore appris à se retenir. « Quand pouvons-nous nous rencontrer ?» reprend Crombé, revenu à l'appareil. « La semaine prochaine, je dis. Prenez contact avec le cabinet Tournemire pour fixer un rendez-vous. » Je raccroche. Je reste 2 heures dans ce parc à boire un café thermos que j'avais préparé avant de partir. Je regarde les joggeurs, les retraités avec leurs journaux, une femme qui lit un roman épais avec l'air de quelqu'un qui a décidé que le monde pouvait attendre. Je cherche à me souvenir de la dernière fois où j'ai appartenu à cette banalité-là, où je n'étais pas occupée à porter le poids d'une fiction conjugale financée par mes seules ressources. Mon téléphone vibre. C'est Narcisse, mon associé depuis 7 ans, le seul à qui j'avais confié l'essentiel 6 mois plus tôt. « Ça y est ?» dit-il sans préambule. « Ça y est. » Il souffle lentement. « Tu manges ce soir ? On commande des truites de lin chez Bertrand et tu me racontes tout. » Avec plaisir. Les 3 premières semaines sont une traversée sur surface glissante.
Édouard appelle 7 fois le premier jour, 11 le deuxième. Il passe ensuite au message, une architecture textuelle qui suit des strates prévisibles. Menace, négociation, apitoiement, retour à la menace. Je les lis tous, méthodiquement, et je transfère chaque lot à Tournemire sans répondre à un seul. Ce n'est pas du silence punitif, c'est simplement que ces messages n'existent pas dans le chapitre où je vis désormais. Sa mère, Rosalinde, se présente un mardi matin à l'accueil de mon cabinet. Elle attend dans le hall avec la posture de quelqu'un qui croit encore qu'il est possible d'arranger les choses en se montrant raisonnable. « Séraphine, dit-elle quand je descends la voir, il n'est pas mauvais, il est perdu. Il n'y a pas de différence ?» Je la regarde. Rosalinde est une femme dont j'ai toujours respecté la franchise ordinaire. Elle ne prétend pas à des raffinements qu'elle n'a pas, et c'est une qualité rare. « Rosalinde, je dis doucement, je comprends ce que tu ressens, mais cette conversation ne peut pas avoir lieu ici. Si tu souhaites discuter des aspects formels, Maître Tournemire est disponible. » Elle repart la tête basse. Je ressens quelque chose de précis pour elle. Pas de la pitié, plutôt de la commisération. Cette forme d'empathie qu'on réserve aux gens pris dans un dommage collatéral qu'ils n'ont pas choisi. La 4e semaine, c'est sa sœur Aliénor qui appelle. Nous ne nous sommes jamais vraiment appréciés, mais nous avons toujours maintenu entre nous une courtoisie fonctionnelle. « Je sais qu'Édouard a ses torts, » commence-t-elle, « mais est-ce que ça devait finir comme ça ?»« Aliénor, » je réponds. Ton frère a souscrit des engagements financiers pour 280 000 € sous mon identité. Il a emprunté 70 000 € à ma sœur Morissette en lui promettant un remboursement qui n'est jamais venu. Est-ce que ça devait commencer comme ça ? C'est la question que personne ne pose. Silence. Je suis désolée, dit-elle enfin. Elle raccroche. La nuit qui suit, je passe 2 heures à écrire dans un carnet à couverture noire. Pas pour mon avocate, pas pour un dossier, uniquement pour moi. J'écris que 9 ans plus tôt, quand la première entreprise d'Édouard avait failli, j'avais débloqué un plan d'épargne logement que j'alimentais depuis l'âge de 22 ans. J'écris que 6 ans plus tôt, j'avais renégocié en son nom un contrat de sous-traitance parce que ma signature avait plus de poids dans ce secteur que la sienne. J'écris que 4 ans plus tôt, j'avais vu un virement inexpliqué de 53 000 € vers un compte inconnu et que j'avais accepté l'explication d'avance sur projet parce qu'accepter me coûtait moins cher à court terme que savoir. J'écris la liste de toutes les fois où je me suis empêchée de poser les questions dont je connaissais les réponses. Le lendemain matin, je brûle le carnet dans l'évier de la cuisine. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une mise en ordre. 8 semaines après la signature, le tribunal rend sa décision. L'appartement du quai Sarail reste à mon nom. Édouard dispose de 3 semaines pour récupérer ses affaires. Il laisse derrière lui 4 cartons de vêtements, une collection de revues d'architecture qu'il ne lisait jamais, mais qui lui servait de décor, et une bouteille de Bordeaux vide, celle que j'avais mise de côté pour le jour où notre cabinet décrocherait un projet de grande envergure. Il l'avait ouverte seule un soir où je travaillais tard, selon le post-it que j'avais trouvé collé au frigo le lendemain. « T'en fais pas, on en rachètera une. » Avant d'entrer dans l'appartement vidé, je reste un moment devant la porte. La clé dans la serrure, le métal froid. Je pense à la femme qui avait acheté cet appartement. 32 ans, premier prix international venait de tomber. Elle avait voulu quelque chose de concret, de réel, quelque chose dont la valeur ne dépendrait que d'elle. Personne n'a pris cette valeur. Je traverse les pièces. L'air sent différemment, plus léger, comme après un orage qui a tout lavé. Je fais l'inventaire de ce qui reste. Les meubles que j'avais choisis en suivant mon instinct, sans consulter personne parce qu'Édouard répétait qu'il ne comprenait rien à la décoration. Ce qui était, je le vois maintenant, l'une des rares choses vraies qu'il ait dites. Les gravures achetées dans des marchés au hasard de déplacements professionnels. La bibliothèque que j'avais fait fabriquer sur mesure par un ébéniste de Vauneret. Je téléphone à ma sœur Morissette. C'est la seule conversation que j'avais redoutée au-delà de toutes les autres. « Je suis au courant pour l'emprunt », je dis dès qu'elle décroche. « Je suis désolée que ça ait pris autant de temps. La totalité te sera remboursée dans le cadre du règlement judiciaire. » Silence. « Je m'en doutais, » dit-elle enfin, et sa voix est lourde mais pas accusatrice. « Pas du montant exact.
mais de quelque chose. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que je me faisais honte, je réponds franchement, d'avoir laissé aller les choses aussi loin. » « Séraphine, dit Morissette, et je reconnais dans sa voix le ton qu'elle avait quand on était enfant, et qu'elle essayait de m'expliquer quelque chose que je refusais de comprendre. La honte, là-dedans, elle n'est pas à toi, elle ne l'a jamais été. Ce soir-là, mon amie Constance arrive avec 2 bouteilles de Côtes-du-Rhône et un sac de chez le traiteur en bas de chez elle, parce qu'elle a décidé que l'occasion méritait mieux que du réchauffé. Nous nous connaissons depuis les Beaux-Arts, depuis l'époque où nous partagions un atelier de 8 mètres carrés avec une seule fenêtre et plus d'idées que de surface. Nous nous asseyons par terre dans le salon, adossés à la bibliothèque, et nous regardons Lyon briller en contrebas. « Et maintenant ?» demande Constance. « Maintenant, je reprends depuis l'endroit où j'en suis, pas depuis zéro, depuis un point de départ que je connais cette fois avec précision. » « C'est-à-dire ?» Je réfléchis avant de répondre, regardant les lumières qui pulsent sur le Rhône. Que je suis capable de tenir un plan dans le chaos, que je documente, que je construis des protections avant qu'on en ait besoin. Je bois une gorgée. Que je ne confondrai plus jamais la tendresse avec la stratégie de quelqu'un qui cherche un financeur. Constance hoche la tête avec cette lenteur qui lui est propre quand elle pense vraiment à ce qu'on lui dit. Mon ex me répétait que j'étais trop indépendante, que ça m'isolerait. Trop indépendante, je répète, ce qui veut dire trop difficile à manœuvrer. Exactement. 1 mois plus tard, je reçois un message d'Édouard, une ligne, sans formule d'appel. On m'a dit que l'appartement avait changé. Je suis content que tu ailles bien. Je le lis 2 fois. Je ne réponds pas. Non par hostilité. La haine est un loyer trop cher pour un espace que je refuse de lui louer. Mais parce que ce message n'appelle aucune réponse. Il appartient à un chapitre dont j'ai refermé la couverture. Le nouveau projet commence en février. Notre cabinet remporte la consultation pour la réhabilitation d'un ensemble industriel dans la presqu'île. 42 000 mètres carrés à reconvertir en espace mixte culturel et résidentiel. C'est mon dossier, mes analyses, mon estimation des risques, ma signature en bas de la note de synthèse. J'entre en réunion avec les données que j'ai compilées pendant 9 semaines. J'en sors avec le feu vert du maître d'ouvrage. Le soir, je m'installe à ma table de travail dans l'appartement du quai Sarail, réaménagé, plus lumineux, avec des rideaux en lin brut que j'ai choisis un dimanche matin en suivant uniquement ma propre intuition. Et je regarde le Rhône couler en bas. Le fleuve coule. Lyon respire. Je respire. Sur la table, un carnet à couverture verte, pas celui que j'ai brûlé, un autre, acheté le lendemain. Sur la première page, j'ai noté la date et une phrase que Tournemire m'avait dite en me serrant la main sur le perron du tribunal. « Tu n'as pas gagné aujourd'hui. Tu as gagné le jour où tu as commencé à constituer ce dossier. » Ceux qui disent que la vengeance est un plat qui se mange froid ont raison sur la température. Mais ce n'est pas de la vengeance. La vengeance supposerait que je pense encore à lui. Je pense à ce qui vient. Morissette appelle le dimanche, comme toujours vers midi. « Comment tu vas ?» demande-t-elle. Comme quelqu'un qui est sorti d'un tunnel très long, je dis, et qui se souvient qu'il a toujours su marcher. Je l'entends sourire. Papa aurait été fier. Je sais, je dis, et ça me suffit. Je pose le téléphone et je regarde par la fenêtre la ville, qui n'est jamais identique 2 jours de suite. Les lumières changent, les nuages passent, le niveau du fleuve varie selon les pluies en amont. La seule chose qui ne change pas, ce sont les fondations, celles qu'on voit et celles qu'on a creusées profondément, invisibles à tous, jusqu'au moment où tout le reste vacille. Mes fondations tiennent, elles ont tenu pendant tout ce temps. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo et abonnez-vous. Chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend ici.